Bonjour tout le monde, je m'appelle Joëlle Vincelli, je suis externe senior à l'Université de Montréal et bienvenue à SheerPod, édition Urologie. J'espère que vous passez un beau stage de chirurgie. Donc, je suis bien contente qu'on se retrouve pour ce nouvel épisode où est-ce qu'on va parler du cancer de la vessie. Donc, le cancer de la vessie, c'est le deuxième cancer urologique qui est le plus commun après le cancer de la prostate. Ça va toucher plus les hommes que les femmes, avec un ratio de 3 pour 1. Puis, il faut savoir que l'âge moyen au diagnostic est à peu près de 65 ans. Donc, le cancer de la vessie, ça va se développer à partir de l'urothélium. On appelle ça cancer de la vessie parce que ça va se trouver à 90% dans la vessie, mais on peut aussi en retrouver au niveau des bassinets ou des uretères. La différence, donc pourquoi on en retrouve plus dans la vessie, c'est parce que les carcinogènes vont baigner plus longtemps dans la vessie parce que l'urine y est storée. Donc, il y a différentes formes histologiques du cancer de la vessie, puis c'est important de les savoir parce qu'ils n'ont pas les mêmes facteurs de risque. On va avoir le carcinome urothélial, qu'avant on appelait le carcinome à cellules transitionnelles. Ça va représenter 90% des cancers de la vessie. Ensuite, on va avoir le carcinome épidermoïde qui, lui, va représenter 5 à 7%. Puis, dans moins de 1% des cas, on retrouve l'adénocarcinome. Donc, le carcinome urothélial est souvent associé au tabac. 65% des cas diagnostiqués chez les hommes vont avoir une histoire positive de tabac, de même que 20 à 30% des femmes. Donc, on va avoir aussi une corrélation qu'on va retrouver avec certains emplois, comme les gens qui vont travailler dans les industries de produits chimiques, les industries le caoutchouc, le pétrole, le cuir, les imprimeries, puis aussi les travailleurs qui travaillent avec des solvants, donc coiffeurs, peinture et autres. Ces associations sont surtout causées par l'exposition aux amines aromatiques. Au Québec, les travailleurs de l'industrie de l'aluminium sont plus à risque, mais on ne sait pas encore complètement pourquoi. Le carcinome urothélial va aussi être associé à l'exposition aux cyclophosphamides qui sont utilisés en chimiothérapie ou à une radiation du bassin. Le carcinome épidermoïde, lui, par contre, va être plus associé aux irritations chroniques, comme faire des cystites à répétition, avoir des lithiases vésicales fréquentes ou faire des cathétérismes chroniques. Puis, de manière intéressante, va être associé au parasite Schistosoma haematobium, qui est particulièrement prévalent en Égypte, au Moyen-Orient et dans certaines régions africaines. Facteurs de risque, c'est des questions qui sont souvent posées dans les stages, donc c'est intéressant de s'en rappeler. Donc maintenant, on peut passer aux symptômes. Donc le symptôme clé du cancer de la vessie, c'est une hématurie macroscopique ou microscopique, intermittente et silencieuse, asymptomatique. Ces caractéristiques-là sont très importantes à se rappeler. Donc une hématurie macro, micro, intermittente et silencieuse va être retrouvée chez 85 à 90% des gens. Une hématurie chez un patient qui n'a pas d'infection, on dit que c'est une néoplasie de la vessie jusqu'à preuve du contraire. On va retrouver même un cancer urologique chez 3 à 4% des patients qui ont une hématurie micro, puis jusqu'à 10 à 15% des patients avec une hématurie macroscopique. Pour le cancer de la vessie, on peut également retrouver des symptômes de vidange, comme la pollakiurie, l'urgence, puis la dysurie. Les signes de maladie avancée vont être des douleurs au flanc parce qu'il va y avoir des métastases rétropéritonéales ou parce qu'il va y avoir une obstruction urétérale. On va découvrir des tumeurs vésicales aussi fortuitement, par imagerie, chez des gens qui vont être asymptomatiques. Donc, si on a assez de suspicions cliniques, on va passer aux investigations. Donc, on va faire une analyse puis une culture d'urine. Ensuite, si on a des causes d'hématurie d'origine glomérulaire qui font partie de notre diagnostic différentiel, on va penser à faire un sédiment urinaire. Ensuite, on va faire une cytologie urinaire. Enfin, on va en faire 3. Donc, si jamais vous avez des requêtes à remplir, faites-en 3 pour les cytologies urinaires. Donc, les cytologies sont intéressantes pour détecter des cancers de haut grade, ainsi que des cancers in situ, mais c'est pas génial pour des cancers de bas grade, mais on va le faire tout de même. Ensuite, on va faire une cystoscopie, qui est le gold standard. Puis, on va faire un pyéloscan, qui va nous permettre d'évaluer l'arbre urinaire supérieur pour déterminer la profondeur de l'infiltration musculaire de la tumeur, puis pour voir si jamais on a des métastases.
Donc, si on a une tumeur qui est découverte à la cystoscopie, on va faire une résection transurétrale de tumeur vésicale, qui est aussi connue sous l'acronyme RTU-TV. On va faire ça en salle d'opération. Donc, c'est une procédure qui est diagnostique et parfois thérapeutique. On va donner une dose de mitomycine, qui est de la chimiothérapie, en intravésicale, en post-opératoire immédiat pour tuer les cellules cancéreuses résiduelles qui vont être en suspension. Donc, les suites au niveau du traitement vont dépendre du stade et du grade à la pathologie. J'ai joint avec ce podcast une image des différents stades parce que c'est plus facile de comprendre avec l'image. Donc, on retrouve les tumeurs superficielles, TA, T1 et TIS, qui vont se limiter à la muqueuse et à la sous-muqueuse. Ça peut être surélevé ou elles peuvent être planes. Les tumeurs qui sont planes ont plus de risques de devenir infiltrantes. Donc, au niveau du traitement des tumeurs superficielles, on va commencer par recommander un changement des habitudes de vie, donc la cessation tabagique puis une hydratation quotidienne. Pour les tumeurs superficielles de bas grade, on va faire un suivi par cystoscopie et cytologie. Si on a des tumeurs superficielles qui sont multiples, qui sont récidivantes ou s'ils sont de haut grade, on va faire une immunothérapie intravésicale avec du BCG pour diminuer le taux de récidive. Puis, on va faire un suivi rapproché avec cystoscopie puis cytologie. Si ça récidive encore, on va refaire une RTU-TV à ce moment-là. Ensuite, on a les tumeurs qui sont infiltrantes, donc de stade T2 à T4. Il y a 20 à 25% des cancers qui sont diagnostiqués à ces stades-là. Les tumeurs qui sont infiltrantes sont plus à risque de métastase aux ganglions, au foie, aux poumons, puis aux os. Si on a une tumeur infiltrante qui est confirmée, on va faire un work-up métastatique, donc avec un CT scan du thorax et parfois un PET scan. Pour les tumeurs infiltrantes, le traitement consiste à faire une cystectomie radicale, donc qui est de retirer la vessie, avec une lymphodénectomie pelvienne, avec une diversion urinaire. Donc soit on fait un conduit iléal ou on fait une néovessie iléale. Ensuite, on peut considérer une chimio néoadjuvante, donc avant de faire la cystectomie. Puis, si la tumeur infiltrante est d'étendue limitée, on peut considérer un traitement de chimio ou de radio, ce qui nous permet d'éviter la cystectomie. Pour les cancers qui sont avancés ou métastatiques, seule la chimio ou la radio palliative peut être offerte. Une fois métastatique, le pronostic des tumeurs urotériales, c'est très réservé. Le traitement pour les tumeurs de l'arbre urinaire supérieur, donc les petites tumeurs de bas grade, peu étendues, sont traitées par voie endoscopique si possible. Les tumeurs de l'urétère distal peuvent faire l'objet d'une urétérectomie segmentaire, puis d'une réimplantation dans la vessie. Puis pour les tumeurs de bas grade étendues, ou pour toutes les tumeurs de haut grade, on va faire une néphrourétérectomie. Donc une néphrectomie avec exérèse de tout l'urétère ipsilatéral. Ça conclut notre épisode sur le cancer de la vessie. Donc, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a été utile. Les autres choses qui ont été mentionnées dans ce podcast, entre autres l'hématurie, va faire l'objet d'un autre épisode. Donc, le diagnostic différentiel de l'hématurie, vous allez pouvoir aller écouter ça sur un prochain épisode. Juste mentionner que les informations pour ce podcast ont été tirées du Toronto Note, du up-to-date du Cahier rouge de néphrologie-urologie de l'UDM, ainsi que du General Urology de Smith et Tanago. Merci beaucoup! Cette balado-diffusion a été revue et approuvée par Julien Letendre, urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.